Les fondamentaux de l'animation. Hop là, je passe à toute vitesse des petits éléments statistiques. Vous avez le nombre des décès tels qu'ils ont été répertoriés depuis mars 2020 jusqu'à octobre 2021. On est sur près de 120 000. En institution, on n'a pas les domiciles. Ça viendra dans les mois qui viennent. L'INSERM est dessus et ils ont des chercheurs compétents et on aura tous les chiffres dans quelques mois ou pour certains quelques années. Je rappelle que pour la crise de 2003, on est très vite arrivé aux 15 000 décès. Maintenant, on parle de 19 000 décès sur 2003 parce qu'ils ont retravaillé dessus. Donc, c'est tout à fait fiable. Je dirais, bon, c'est pas complet, on est à 120 000 minimum, 73% avec plus de 75 ans. Les vieux sont les premières victimes du virus. L'isolement, le confinement, il a été important pour la population, mais pour les personnes âgées, surtout en institution, ça a été sacrément pire. C'était pas 1 kilomètre autour de chez elles, c'était enfermé dans une chambre de 12 mètres carrés. Donc je dis de manière très claire, les vieux, c'est les premières victimes de l'isolement forcé. Et ces deux aspects-là, il ne faut quand même pas les oublier. Alors, que s'est-il passé en mars 2020 ? On a l'habitude de dire, nous, deux crises. Une crise sanitaire avec le virus, une crise de l'isolement ou du confinement, en particulier pour les vieux. Des animations qui s'arrêtent, des sorties interdites, des liens avec les proches qui se distendent, des positionnements à reconsidérer, et qui débouchent sur ce qu'on appelle, nous, des pertes d'envie de vivre, et ce que les médecins français appellent syndrome de glissement. Je dis bien français parce que c'est un terme qui n'est pas général au niveau du monde. On parle souvent de syndrome dépressif. C'est typiquement français qu'on parle du syndrome de glissement. Il faut relativiser là aussi. Mais on sait très bien que sur le fond, c'est la même chose. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on a des gens qui perdent l'envie de vivre dans les temps habituels, mais de manière encore plus forte dans ces temps d'isolement forcé. Ce qui est ressorti de cette crise, des animateurs qui s'adaptent, on verra tout à l'heure, d'autant mieux qu'ils sont formés, des animateurs qui ont du mal à se faire entendre, en particulier parce que toute la communication était centrée sur une seule catégorie, et des ouvertures et des coopérations interprofessionnelles qui ont existé. On va en parler. Il y a eu des ouvertures aux coopérations, et des réalités différentes selon les lieux et les contextes. On ne peut pas faire une généralité. Le GAG, il s'est retrouvé mobilisé. Et je dirais, on avait la chance d'avoir mis en place la plateforme GAG Pro quelques mois avant, de l'avoir expérimenté depuis plus d'1 an. Et donc, dès que ça s'est bloqué, on était habitués. Donc des réunions visio, on en avait 3 par semaine, on travaillait sur un certain nombre d'aspects qui nous remontaient du terrain. Donc, écoutez, prise en compte des remontées, on a fait des guides d'accompagnement, des partenariats qui tiennent et se renforcent. Vite-lui à continuer avec nous, y compris sur des diffusions gratis de leur journal pendant les 2 mois du confinement. Comme Santé qui travaille avec nous sur le congrès, ils se sont mobilisés pour nous faire gratis des petites vidéos sur les visites visio, etc. Et puis des soutiens qui ont été renforcés, comme notre service Culture à Vie, malgré une attaque en plein confinement. On a quand même continué et ça s'est fait. Alors, je dirais, il faut quand même dire que dans les EHPAD les plus touchés, en particulier lors de la première phase, il y a eu des animateurs touchés et avec des missions extrêmement difficiles et dans un isolement profond. On a parfois des réflexes catégoriels perturbants dont nous avons eu écho. Des choses qui étaient données pour les soignants, mais pour l'ensemble du personnel, mais qui sur le terrain se trouvaient réservées à une seule catégorie, etc. On a eu un tas de remontées comme ça, mais on a eu aussi des remontées qui disaient « ben non, ça se passe bien chez nous, on partage tout ». Il y a eu des actions qui ont été difficiles et qu'il faut citer. Je pense des entretiens visio entre la famille et la personne âgée en fin de vie. Et c'était l'animateur qui devait s'en occuper.
c'est du rail. Surtout quand il n'y a pas de soutien derrière. Sans soutien psy, démerdez-vous. Photos de cadavres, de personnes âgées récemment décédées. On savait très bien que pendant la première crise, il y avait des couleurs de cadavres qui changeaient très vite. Les familles n'ayant pas vu la personne décédée, on demandait des photos. Ce qui se comprend tout à fait. C'est l'animateur qui a l'appareil photo, on va l'envoyer prendre la photo dans les 3 heures qui suivent la mort. Du rail, là aussi, quand il n'y a pas de soutien. Et tout ça, ça fait partie du boulot de l'animateur. Il faut le citer, il faut dire aux directions, attention les cocos, il faut mettre en place du soutien. On n'est pas des surhommes ni des superwomen. On est des humains. N'oublions pas tous ces animateurs. Pour d'autres, situation d'isolement forcé, réorientation, bien sûr. Et puis des solidarités variables. Un truc m'a interpellé, combien d'animateurs ont eu le Covid? Il n'y a aucune statistique. On sait par les remontées que nous avons que ça dépasse un tiers. C'est probablement inférieur à la moitié. C'est dans cette fourchette-là. On n'a pas eu de remontée de décès d'animateurs. On a eu des remontées d'animateurs malades, y compris avec des Covid longs, et qui sont toujours arrêtés et qui ont tout notre soutien. Mais il n'y a pas d'études. On sait pour les soignants combien ont été malades, combien malheureusement ont été décédés puisqu'il y en a eu, mais pour les animateurs on n'a pas. On passe à la suite. Des réalisations. Pauline en a parlé beaucoup, Myriam également, beaucoup de travail sur les visites en visio et les visites sécurisées. Beaucoup, beaucoup. Dans certains cas, comme chez Pauline, ça a été délégué à d'autres catégories de personnel, et une organisation a fait que, mais dans la plupart des établissements, c'est quand même les animateurs qui se sont tapés l'organisation et la mise en œuvre de tout ça, y compris des visites sécurisées, avec toutes les discussions que l'on avait, y compris entre nous, je pense en particulier des discussions au niveau du GAG, quand sont mis en place les visites sécurisées, certains disant non, c'est pas possible, c'est des visites de prison, et d'autres disant non, mais vaut peut-être mieux des visites que pas de visites du tout. Hein, donc ça fait partie du débat, tout ça. Hein. Le truc essentiel et important, probablement le plus important et qui restera de cette crise, c'est la modification, l'évolution des liens entre les animateurs et les familles. L'animateur devient un interlocuteur privilégié des proches. Et ça, c'est quelque chose qui restera et qu'il va falloir suivre et encourager. Des formes d'animation nouvelles, je ne vais pas en parler parce que Myriam et Pauline en ont parlé. Hein. Et puis, des participations d'animateurs à la vie quotidienne des personnes. Je ne dis pas aux soins, parce que nous ne sommes pas soignants. Je dis à la vie quotidienne, oui. Hein. À condition que ce soit sécurisé, comme le disait Pauline, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'animateur, ou pire à l'élève animateur, de faire tous les repas les plus difficiles et les plus dangereux. On sait que c'est une pratique. Hein. On sait, il ne faut pas le cacher. Hein. Mais effectivement, des repas où ça va être bien préparé les choses pour que les personnes puissent manger elles-mêmes facilement, oui, à la limite, pourquoi pas. Hein. On avait recommandé, le GAG avait officiellement recommandé que l'animateur accepte 20% de son temps pendant la crise sur l'aide à la vie quotidienne. Pas plus, parce qu'autrement ça voudrait dire que l'aide à la vie sociale n'avait aucune importance. Ce qu'il faut. Hein. Mais sur de l'aide à la vie quotidienne, on peut probablement revoir, y compris dans la durée, un certain nombre de choses. Mais avec des limites et des barrières, parce que nous n'avons pas toutes les capacités. Pauline le rappelait tout à l'heure, nous n'avons pas toutes les compétences. Je passe à la suite, parce qu'autrement il va se plaindre, lui. Des coopérations nouvelles, donc variables. J'en ai parlé avec les familles et les proches. Ça va continuer, on va avoir une association de familles demain. C'est quelque chose qu'il va falloir poursuivre, continuer.
c'est la grosse nouveauté, des associations de familles qui se sont constituées de manière autonome, indépendante et non dépendante de tel ou tel groupe de pression ou autre. Et ça, il va falloir continuer. Et ça fait partie de la vie démocratique, et ça nous regarde. Les coopérations avec certaines catégories, je pense en particulier aux médecins gériatres et aux médecins coordonnateurs. On a eu plein de remontées qui nous disaient, mon médecin gériatre, il m'a dit, je m'occupe du virus et il m'a demandé de m'occuper de l'isolement. Chacun s'occupe de son truc. Ça ne veut pas dire qu'on ne communique pas entre eux. Mais chacun met en jeu sa compétence. Mais tout le monde ne sait pas faire n'importe quoi. Et que sur ces bases-là, on a eu des choses extrêmement intéressantes avec les médecins. Extrêmement. Alors que ce soit au niveau national, la SFGG a été un des rares organismes à diffuser des recommandations légales. Je tiens à le souligner. Et puis également localement. Et puis après, on a des coopérations variables sur place. Mais il y a eu une modification importante avec les médecins. Alors parfois, il y a des difficultés de coopération. Vous allez débattre pendant les 2 jours et on en aura plein d'exemples. Mais je tiens à dire qu'il y a à la fois des avancées et des difficultés. Et puis, des partenariats, Pauline et Myriam en ont parlé, des partenariats qui ont réussi à durer sous des formes nouvelles. Alors c'est à la fois la souplesse de nos partenaires, mais aussi la souplesse de l'animateur qui dit j'ai tel partenaire et je vais lui proposer telle ou telle chose. On a eu des partenariats, y compris en intergénération, avec des gamins qui se sont poursuivis, des échanges qui se sont poursuivis à distance. Et on pourrait en citer plein comme ça dans les partenariats. Et le partenariat, c'est une des forces de l'animation. Alors, voilà. Les fondamentaux, puisque c'est ce qu'on m'a demandé, le respect des personnes et des groupes, et l'exercice des rôles sociaux. Et l'exercice des rôles. J'insiste sur cette dernière partie. Sur le respect, désolé Madame Bourguignon, oui, ça fait partie de notre job, y compris la lutte contre la maltraitance. Voilà, c'est pas le propre d'une seule catégorie. Deuxième aspect, une démarche projet qui part des attentes. Et une démarche projet qui se fait avec les personnes. Et une démarche projet où tous sont acteurs, y compris les personnes, les proches et les entourages. Et puis les partenariats. J'ai mis 4 éléments. Je ne sais pas, vous les connaissez tous. Et il me semble essentiel. Ce qui est très différent de ce qui est marqué en vert, des actions stéréotypées, répétées, des visées occupationnelles ou rééducatives, des animations vitrines et des animations images. Soyons clairs, où est-ce que ça a évolué, où est-ce que ça n'a pas évolué? Moi, je vais vous le dire très simplement. Dans le deuxième cas, le cas vert, il n'y a pas eu de capacité d'évolution parce que les gens sont sur de la répétition. Dans le premier cas, quand les gens étaient sur les fondamentaux de l'animation, il y a eu une capacité d'adaptation et d'évolution. C'est vraiment ce que moi je retiens de cette crise et de tous les retours qui ont été faits. Vous l'avez là. Je dirais, c'est ce qu'il y a en troisième ligne, que ce vécu de crise valide et renforce notre option de professionnalisation, option qu'on a pris dès la création du GAG en 2000, qu'on voulait la professionnalisation. Les difficultés d'adaptation se concentrent sur 2 points, des animateurs qui ne sont pas formés, ou des animations habituellement menées sur un mode répétition et succession d'activités. Sans oublier que certains supports majeurs de l'animation ont été supprimés pendant cette période. Je citerai le groupe, la notion groupe, Pauline en a parlé, et la notion et les 5 sens que l'on met systématiquement en jeu dans toute animation. J'y
ajouté une ligne sur la transformation du chez-soi, qui est pour nous une confirmation, pour les personnels également, pour les familles qui ont eu des personnes longtemps en établissement également, c'est qu'au bout de plusieurs mois, que je situerai à peu près aux environs d'un an, de présence dans une institution, la personne âgée considère à ce moment-là que c'est son chez-soi. Et quand elle part dans la famille, avant la fin de l'après-midi, elle demande à rentrer. Le chez-soi se transforme au bout d'un an environ. Et on a eu ça un peu en inversé. Oui, les familles ont souffert du manque de liens. Oui, les personnes âgées en ont souffert. Mais peut-être moins que ce qui était dit, ce qui était essentiel pour elles, c'était les communications avec les autres dans l'établissement. Et ça, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Je ne dis pas que les relations avec les familles n'ont aucune importance, que non. Que non. Mais il ne faut pas oublier cet aspect de relation avec le voisin, y compris le nouveau voisin. Et il y a eu des choses qui ont été faites. Je pense en particulier les tablettes dont l'usage a été détourné par rapport à ce que pensaient les financeurs. C'est qu'on a eu des usages de tablettes de chambre à chambre, dans le même établissement. Avec des financeurs qui s'étaient plantés quand ils nous avaient envoyé un seul chargeur pour 4 tablettes. Et donc il fallait racheter des chargeurs pour que tout ça fonctionne. Alors, hop là. Oui, on a eu, il me reste encore un peu de temps, des propositions. Toute crise amène des propositions, quelquefois farfelues, quelquefois décalées, quelquefois scandaleuses. J'en ai relevé un certain nombre. Des discours que nous avons, réinventer une animation défaillante. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce qu'il va falloir réinventer quelque chose alors qu'on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent? Est-ce qu'il ne faut pas simplement renforcer une animation de la vie sociale quand elle est solide et qu'elle est de qualité? Ce discours sur on va faire table rase et on va réinventer les choses, c'est souvent une manière de prendre le pouvoir là où on ne l'a pas. Des prévisions irréalistes et je dirais même dangereuses, faites uniquement avec des gestionnaires ou uniquement avec des bénévoles. Il y a des trucs dans le rapport Gage, c'est pas là, il est dommage qu'il ne soit pas là, on aurait pu en discuter, parce qu'il faisait appel uniquement à des gestionnaires et à des bénévoles qui ne connaissaient rien à ce qui s'était passé pendant la crise, puisqu'ils n'étaient pas présents de toute façon. Et on dit attention, on a besoin effectivement des gestionnaires, on a besoin effectivement des bénévoles, mais n'oubliez pas le rôle des professionnels de l'intervention sociale qui vont pouvoir mettre de l'huile dans tout ça. Si on les oublie, ça ne marchera pas. Des réponses, là aussi j'aurais bien aimé que Jérôme soit là, des réponses parfois qui sont construites autour des 14 besoins fondamentaux ou des 10 besoins essentiels. Les 10 besoins essentiels, c'est ce que lui avait mis en avant dans son deuxième rapport. Mais c'est pas fait à partir des attentes et des souhaits des personnes. L'envie de vivre, c'est pas uniquement une réponse aux besoins. C'est une réponse à ce qui donne envie. Les souhaits, les désirs. On n'est pas sur la même logique, Jérôme. Dernier, il y en a encore plusieurs, des ventes commerciales qu'on a vu se multiplier, d'outils prêts à animer. Alors, le prêt à animer, méfiez-vous, ça n'existe pas. Il y a toujours des adaptations nécessaires, et même sur un outil comme le nôtre à Culture à Vie, sans tenir compte des capacités. On en a épinglé plusieurs, je pense à un qu'un collègue a épinglé, qui vendait pour 250 € 150 supports d'animation. La brave personne qui faisait ça, ses compétences en animation étaient réduites.
faisait ça pendant le confinement et s'ennuyait. Elle était chargée de com d'un grand club de foot professionnel. Quel est le rapport? Hein? Donc attention, hein, attention aux arnaques, attention à un certain nombre de choses. On voit aussi se multiplier, en particulier depuis la crise, et ça je crois qu'il faudra en parler, hein, je vais simplement le citer, puis vous en parlerez dans les ateliers et tout ça, dans les carrefours d'échange, des formes d'ubérisation de l'animation. Oui, on a des sociétés qui se montent, qui jouent sur les bons sentiments, qui sont dirigées par des personnes qui ont fait des écoles de commerce, qui ont un modèle économique, et qui est le modèle économique Uber. C'est-à-dire qu'elles prennent des jeunes ou des moins jeunes, leur fournissant des outils clés en main, prêts à animer, éventuellement une formation, enfin une formation en ligne pour l'animation, ça me semble être un peu léger. Hein, l'animation, c'est aussi le contact direct. Hein, on ne peut pas faire tout en ligne. Et ces jeunes doivent aller remplir des missions dans tel ou tel lieu. C'est payant. Et les jeunes qui font ça sont sous un statut d'auto-entrepreneur. On est en pleine ubérisation. Hein? Donc là, attention, hein, vous allez en voir ici ou là, c'est inévitable. On y va relax, hein, nous on est sur une logique de professionnalisation. On est serein et tranquille, un certain nombre de ces jeunes seront intéressés, viendront nous rejoindre. Et se professionnalisons. Hein. Mais ça ne peut pas être un modèle économique durable. Arrêtons. Et puis on voit encore des trucs qui apparaissent sur de l'animation dite thérapeutique. J'ai épinglé récemment un manuel qui était pour le bac pro, mais on sait qu'il y en a d'autres, où on voyait la vieillesse uniquement à travers la maladie. Et ça, c'est catastrophique. 80% des exemples étaient liés à la maladie. Non, on a plein de cas où il y a des personnes qui sont perdues dans leur projet, et pas uniquement parce qu'elles sont malades. Bien sûr, dans un certain nombre de cas, la maladie joue, mais pas toujours. Et il y a d'autres raisons. Et le vieillissement ne se résume pas au vieillissement physiologique, pathologique. Hein? Il y a le vieillissement physiologique normal, il y a le vieillissement psychologique, et il y a aussi, et ce qui nous concerne nous, le vieillissement social, le vieillissement des rôles sociaux. Hein? Et chacun doit être bon dans sa partie pour pouvoir coopérer, et non pas dire chacun fait tout et n'importe quoi. C'est plus de la coopération interprofessionnelle. Donc là, oui, il y a un manuel qu'on a déconseillé, c'est sur notre site. En plus, c'était un manuel qui s'était permis de copier un tableau que l'on avait fait il y a 20 ans. Pas de chance pour eux. Les pistes, alors je vais aller très vite, ça a déjà été un peu évoqué. Les fondamentaux de l'animation, il faut les réaffirmer avec calme et avec force. Hein. Ça va passer pour nous par, sur l'année qui vient, le travail sur l'évolution de la charte. Elle date de 2006, il faut qu'on la fasse évoluer, cette brave charte. Et puis on veut travailler sur des ouvrages nouveaux. Il va falloir poursuivre la professionnalisation, intensifier la formation. Et il y a des axes, 3 axes importants. Le bac pro, avec l'articulation des filières, la place du GAG, le rôle des animateurs. On va en parler. C'est quand même 173 lycées qui se sont engagés là-dedans. Et on était un des rares secteurs où il n'y avait pas de formation d'entrée non payante. Hein. C'est corrigé. Maintenant, il faut prévoir les articulations et l'avenir de ces jeunes qui vont venir nous remplacer petit à petit dans les années qui viennent. Et c'est très bien, nous remplacer et en grande partie nous compléter. L'articulation des filières, oui bien sûr. La poursuite des autres niveaux, on est dessus. Très honnêtement, on est dessus, c'est compliqué, mais on est dessus. Hein. Et puis le service GAG Formation, Cédric en a parlé tout à l'heure. Augmenter le nombre des animateurs, c'est incontournable. Il faut arrêter les conneries. 1 pour 64, ça ne suffit pas. Nous, on demande à passer très vite à 1 pour 30.
Et je vais vous dire que notre force, elle se trouve sur les jeunes qui arrivent. Oui, il y a des centaines de jeunes qui vont arriver dans les années qui viennent et qui vont arriver formés. Alors, ce ne sera pas l'idéal au niveau formation, il faudra compléter ces formations, bien sûr, mais ils arriveront avec quelque chose. Hein? Et c'est notre grande force aujourd'hui, y compris dans nos contacts avec les services, avec les autorités, qui nous disent les gens ont déserté, on a des pénuries personnelles. Nous, on n'a pas de pénurie. Nous, nos écoles ne sont pas vides comme certaines catégories. Les écoles sont pleines. Au lieu de créer des postes dont on sait qu'ils ne vont pas être remplis, il vaut peut-être mieux revoir les rôles, y compris sur l'aide à la vie quotidienne, revoir les rôles et retravailler les fonctions, les équilibres et les financements. Donc, un animateur pour 30, c'est notre demande. Financé sur les tarifications autonomie, géré par les départements et les territoires. Et on ne tient pas à ce que ce soit géré par les ARS parce qu'on sait où irait la priorité. Ouais. Bien sûr, s'il y a des prises en compte sur des tarifications, 5 minutes c'est impeccable. S'il y a prise en compte sur des tarifications, ça veut dire qu'il va falloir accepter des exigences qualitatives, en termes de qualité pour les vieux. Hein, c'est-à-dire d'avoir des animateurs formés, d'avoir des budgets d'animation décents. Je les situe à 1%. Aujourd'hui, c'est 1 pour 1000. On est à 12 centimes d'euros par jour et par personne sur nos établissements. Il faudrait qu'on arrive à 1,20 €. Ça changerait pas mal de choses. Placer l'animateur au centre de la vie sociale et des liens sociaux avec ses spécificités, dont on en a parlé là tout à l'heure, hein, et y compris dans les structures de demain. Tiers-lieu, j'aime pas trop le terme tiers-lieu, je préfère les lieux communautaires où effectivement l'animateur a une place là-dedans et il doit pouvoir remplir son rôle là-dedans et ce sera fondamental pour l'évolution de la vie des vieux et du métier. Il faudra également modifier réglementairement les missions et les règles de fonctionnement des instances dites de participation. Je pense au CVS qui ne sont que des instances de consultation. Ça implique des modifications de fond. Hein. Et puis, il va falloir continuer à accentuer sur le respect des personnes âgées, l'exercice des droits, comme le dit Cléridon, qui est la nouvelle défenseur des droits. Et je rappelle qu'on n'a pas d'instance de participation, mais seulement des instances de consultation. Que le droit de vote est prévu depuis 2 ans, y compris pour les gens sous tutelle, et qu'il n'y a rien de prêt qui est dans nos institutions pour les votes des élections présidentielles dans 5 mois. Y compris les gens sous tutelle ont le droit de voter. Hein? Le droit d'expression des personnes, la lutte contre la maltraitance, voilà. Hein? Alors, dernier point, et puis après je vais passer sur le final. Pour faire passer toutes nos propositions du stade de l'intérêt à celui de la mise en place, il va falloir se mobiliser. Ça ne va pas venir tout seul. L'animation n'est jamais arrivée tout seul. Hein, il va falloir se mobiliser, il va falloir relever les manches, il va falloir que les groupes locaux se bougent, il va falloir interpeller les départements, il va falloir intervenir. Hein. À nous de mettre en place les stratégies pendant ce congrès pour que cela puisse se faire dans les mois qui viennent. Alors, c'est pas de réponse. J'ai rien à dire là. Hein. Alors, dernière partie, ça va être très court. Je me dis de plus en plus qu'il faut laisser la parole aux vieux. Je suis moi-même un vieux maintenant. Et il y a quelque chose qui est important pour un vieux, c'est que c'est le temps qui reste. Cette notion du temps qui reste, qui est de plus en plus court, on le sait. On n'est jamais sûr de rien de sa durée, mais ça a été comme ça tout au long de la vie. Mais on sait que ce temps est de plus en plus court. J'ai retrouvé une chanson qui avait été faite par Jean-Loup Dabadi, qui est décédé
au printemps 2020 et qui avait été chantée, non, dite par Serge Reggiani, enregistrée quelques mois avant sa mort. J'ai pas pris l'enregistrement, j'ai préféré prendre les paroles et un extrait des paroles. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, parler, pleurer, et voir, et croire, et boire, et danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps. Et que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, j'ai encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore. Je veux rire des montagnes de rire, je veux pleurer des tonneaux de larmes, je veux boire des bateaux entiers de vin de Bordeaux ou d'Italie et danser, crier, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Combien de temps? Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je t'aimerai encore. D'accord? Merci.